Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Retour ici en studio pour la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci à tous de nous écouter du côté de Cancan sur la 99.00 et sur Kinya sur la 99.7. Vous nous écoutez également à Bokeh mais aussi à Zérékoré sur Radio Espace Forêt. Merci à tous de votre fidélité. Merci à la Radio Fraternité FM qui relaie cette émission du côté de Mamou et du côté de Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission. Merci à tous de nous écouter à l'international. C'est un plaisir de vous servir. Le président guinéen a expliqué la semaine dernière son slogan de campagne « Gouverner autrement ». Bien avant, il a pris un décret pour créer un cadre permanent de dialogue. Le président Alpha Condé exprime ainsi sa volonté d'anticiper et gérer donc les crises que le pays connaît assez souvent. Et donc, nous continuons cette émission, bien entendu, pour répondre à ces questions politiques. Nous aurons Sidia Touré. Il sera donc notre invité au bout du fil, mais nous parlerons également de cet autre sujet de culture. Elle est du monde de la culture et elle s'est donnée pour mission de vendre la beauté guinéenne depuis 2008 et pendant 12 ans. Elle a organisé le concours de détection des belles femmes de notre pays, 12 Miss avec leurs dauphines qui ont souvent participé à des compétitions africaines, mais depuis la dernière édition, elle n'est plus bien aimée au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Son problème, l'équipe de l'actuel ministre des Sports lui reproche des comportements peu catholiques à l'égard des demoiselles qui acceptent de se confier à elle après leur élection. Il a été donc décidé de lui retirer l'organisation qui a connu quelques couacs tout de même au cours des dernières éditions. Johanna Barry, promotrice culturelle et présidente du comité d'organisation de Miss Guinée, veut dire donc sa part de vérité. Elle se réjouit d'ailleurs de l'arrivée donc d'une dame à la tête du ministère de la Culture, attend des changements profonds. Vous allez l'entendre si tout va bien dans cette émission, mais avant, nous allons relayer d'abord vos messages parce que vous le savez, cette émission est interactive. Vos avis comptent pour la suite des événements au cours de l'émission. Nous partons avec ce premier message qui nous est parvenu. Bonjour les grandes gueules, nous vous remercions pour votre analyse et merci à nos joueurs pour l'effort fourni, mais quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dénoncer. Notre entraîneur a commis une grosse erreur. Je n'ai jamais vu en aucun cas remplacer un gardien de but aux échéances du tir au but. Donc, il faut que notre entraîneur évite ce genre de choses. Moi, c'est Moussa Baimbo, Bangoura depuis Carrefour canadien. Nous partons avec un deuxième message. Bonjour la plus lionne des radios. Moi, c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Cette équipe mérite un accueil chaleureux. Tous mes encouragements à toute l'équipe. Nous espérons une suite favorable. Il le dit Saïdou Yaouki depuis Kindia. Nous partons à présent avec Aboubakar Bigop Kaba. Bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. J'avoue que cette équipe du Sili local mérite beaucoup d'encouragement. C'est des jeunes gens animés d'un esprit de défense de la nation, mais aussi d'un patriotisme extraordinaire, contrairement à beaucoup d'autres personnes. Moi, je suis très fier de la paix et toute l'équipe technique. Cette attitude de ce procureur démontre suffisamment que la liberté de la presse est encore menacée. Il vous faut beaucoup de courage et de persévérance. Il le dit Alassane Aboubakar Bigop Kaba. Nous partons à présent avec Poulotoro de l'Insan qui nous écrit « Bonjour Yaya et à toute l'équipe. Je félicite sincèrement les joueurs du Sili local, en particulier Morlaï Silla, Nyanya Bari et le nommé So. Par ailleurs, l'AP ne devrait pas changer le premier gardien Moussa Kamara car il a fait une brillante prestation durant toute la compétition. Ceci dit, il est responsable d'une part de notre défaite. C'est tous, le dit donc pour le taureau de l'Insan. Maki Dar es Salaam nous écrit également Bonjour Diadia, félicitations au Sili, le Guinéen est difficile. Si Morlaï n'avait pas tiré et qu'un autre avait raté, on aurait dit qu'il devait tirer. Ce procureur est à l'image de la justice guinéenne qui ferme le siège d'un parti sans justification. La solution c'est avec Selou Maki, donc un militant de l'UFDG qui nous écrit. Nous partons avec ce message à l'instant. Sinani qui nous écrit Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Je sais que Djiba Milimono est un journaliste
journaliste, mais j'ignorais qu'il était un consultant dans le domaine du football. Je vous jure, tellement ses analyses sont les meilleures. En tout cas, merci à notre Sili national et au coach Lapé pour ce grand pas et bonne chance pour toute la lutte de la 3e place contre le Cameroun. Nous partons avec cet autre message avec Abdul Karim Mouloba qui nous écrit je dis bravo à nos jeunes car ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Par contre, par rapport à nos opposants qui disent que le pays est bloqué, c'est eux qui sont bloqués dans leurs pensées et ils ont besoin d'un élément pour se débloquer. Pour l'instant, tout fonctionne correctement. C'est Abdul Karim Moullo qui nous écrit. Nous allons partir sur le 657 39 13 13. Bonjour Diadia, toutes mes félicitations aux joueurs du Sili local et à tout l'encadrement technique. Nous comptons sur eux pour prendre la 3e place. Guinéen et fier. Bonjour les grandes gueules, j'ai le même raisonnement qu'Antoine Kourouma. J'aurais préféré la défaite avec le premier gardien qui a montré ses œuvres, Aïcha Sow donc, qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, le comportement du procureur d'hier au TPI de Kindia mérite d'être puni et condamné par la loi. Bonjour Madame Hiro, la situation de Bangouya préoccupe tout le monde, mais comme nos dirigeants ne s'inquiètent pas, alors que c'est grave ce qui arrive, car l'âme de l'être humain coûte cher, qu'Allah sauve la Guinée et les Guinéens. Nous partons toujours sur le 657 39 13 13 avec Abou Fatou Magbe Kondé. Bonjour Espace TV, ce procureur mérite d'être jugé. On voit en lui qu'il avait préparé quelque chose, mais il ne voudrait pas que cela se passe devant une presse. Et donc c'est Abou Fatou Magbe Kondé qui nous écrivait sur le 657 39 13 13. Bonjour l'équipe des GG, c'est Abouakar Kalemassila depuis Dabondi. Franchement, tous les Guinéens doivent féliciter le Sili local et lui souhaiter bonne chance contre le Cameroun. Nous allons donc partir à présent sur Twitter pour voir avec Vladimir Poutine quelles sont vos réactions. Justement, on va partir. Que dit Issa Tourama Traoré? Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. L'équipe de Sili local n'a pas démérité à la rencontre d'hier. Cette équipe donne un énorme soulagement aux Guinéens. Pour ce qui est du football, bravo à nos gladiateurs. Leur prestation laisse à désirer de meilleures choses. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mohamed, le politologue, nous écrit également au hashtag #GG. Bonjour la team, cette équipe est pleine d'espoir. Les jeunes ont mouillé le maillot. Malgré cette défaite, ils n'ont pas démérité. Ils sont tombés avec une arme à la main. Tous mes encouragements et remerciements à toute l'équipe. Fodé Ousmane Kamara nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, je suis très fier de notre Sili local. Ils se sont battus pour défendre la Guinée. Cette équipe mérite un accueil chaleureux et un soutien total de tous les Guinéens. Je demande à la Fegifoot de bien encadrer cette équipe et les encourager davantage. Deux derniers peut-être DTS. Bonjour les GG, pour une fois encore félicitations à notre équipe qui s'est battue jusqu'au bout. Et en ce qui concerne le cas de Lapé et son choix, il faut juste le féliciter car le football c'est aussi cela. Il le dit DTS. Saïkou Oumar Bolé, bonjour les GG, j'adresse toutes mes félicitations à l'équipe. Vous nous avez honorés les gars. Je n'ai rien à reprocher au coach Lapé parce qu'il essayait juste de faire de son mieux, mais malheureusement, la chance ne nous a pas souri. Bonne chance à nous pour la suite. Mamadou Diao, un dernier parce qu'il est 11, il va falloir continuer l'émission. Hashtag Espace GG, certes le Sili a échoué, mais je vous assure, l'équipe a démontré rigoureusement sa capacité, sa bravoure face à l'adversaire. Son échec est dû à une question de chance. Nous les félicitons. Nous félicitons donc les joueurs sincèrement. Avec cette équipe, nous espérons une suite favorable à l'avenir. Il le dit. Nous allons donc partir du côté de Télémélé, Jacques Lewaleno, pour revenir sur ce sujet, sur ces tremblements de terre qui se sont fait ressentir hier. Je pense qu'on a notre interlocuteur Bilo. Déjà au bout du fil, Jacques Lewaleno. Les grandes gueules. Bido, bonjour. Bonjour, M. Jacques Lewaleno. Alors, bienvenue à cette émission. Dites-nous ce qui s'est passé hier et vous nous parliez notamment des dégâts que vous avez pu enregistrer.
Ok, je remercie tous les écouteurs de Grande Gueule et l'ensemble des journalistes. Ici, moi je me nomme Mamadou Biloba, de Kidire. Mais avant d'entamer la situation qui s'est produite hier, vous allez me donner un petit temps pour pouvoir résumer quelque chose en ce qui concerne ce projet Baraswapiti. Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, on n'a pas suffisamment de temps, donc on va partir sur les faits d'hier. Ok. Hier, nous avons vécu une situation dangereuse, M. Jacques Lewaleno. Parce que depuis un mois, la terre a commencé de trembler par là. Mais la situation d'hier, l'envergure d'hier, nous a vraiment impacté directement. Parce qu'il y a plus de 80 maisons et cases qui ont été fichées. Donc, je vais vous donner un exemple impérial. Parce qu'il y a un village appelé Bokibeli Dongol, il y a une vieille de 90 ans qui était au salon, sur son lit. Donc, les briques sont tombées sur elle. Donc, après ce tremblement de terre, il a fallu l'intervention d'un médecin. Donc, il y a de ces villages de Koukoukouré jusqu'à Dadirou, à Kidire, à Daroum. Partout, il y a eu des fissures. Partout, les dégâts ont été vraiment constatés. Donc, la population riveraine de ce barrage aujourd'hui se demande par quel saint se vouer. Nous savons que vous n'êtes pas expert dans le domaine, mais vous êtes peut-être habitant des lieux il y a de cela très longtemps. Est-ce que cela était une fois arrivé dans cette zone, ou bien il faut rapidement faire le lien entre cette situation et la construction du barrage de Swapiti? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos pensées, pour nous, que ça soit un phénomène naturel, mais dans les esprits, parce qu'avant qu'on édifie ce barrage, il n'y a pas eu de tels mouvements d'envergure. Donc nous disons que c'est soit le barrage, c'est soit l'effet du barrage. Mais pour nous, on ne peut pas se détacher de ce barrage. Donc le barrage est la cause principale pour nous de ce mouvement. Mais est-ce que c'est pas trop facile de faire un lien? Après, je pense qu'il faudrait attendre que des études. Est-ce que sur le terrain, vous avez vu des experts? Est-ce que ceux-ci ont été saisis? Allô? Oui, monsieur Ba, vous nous écoutez? Oui, je vous entends. Est-ce qu'au lendemain de ce tremblement, vous avez vu des agents de l'État sur place pour des vérifications scientifiques? Oui, en fait, depuis le début de ce mouvement, on a informé les autorités locales et administratives de la sous-préfecture des Collets, vraiment que nous remercions, qui ont remonté l'information. Mais malheureusement, depuis la situation d'hier, je les ai informés. Ils m'ont encore rappelé en me disant qu'ils ont vraiment informé le haut niveau. Mais pour le moment, nous n'avons pas constaté la présence d'aucune autorité locale et administrative pour le moment. Et c'est le moment de vous rappeler que la majorité de la population de ces différents villages ont passé la nuit à la Belle Étoile. Parce que vous pouvez trouver une seule case qui a 3 fichiers. Donc, vu cette inquiétude, les gens n'osent pas passer la nuit dans leur case. Vous voyez? Donc, nous vivons ici une situation ignoble. Raison pour laquelle j'ai fait la lecture sur un site qui dit qu'il n'y a pas eu de dégâts. Donc, j'étais vraiment indigné. Parce qu'ils ne sont pas venus dans le lieu où il y a eu vraiment des impacts directs, où il y a eu des dégâts. Donc, je crois que mieux serait de revérifier les informations. Allez-y, Guibami. Alors, justement, la structure de surveillance même qui a relevé, c'est une structure américaine, disait que certes, il y a eu en janvier, mais aussi en février, et que si rien n'est fait, c'est possible aussi qu'il y ait aussi encore des secousses, des mouvements. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous dites que les gens sont à la Belle Étoile, ils ont peur de dormir dans les maisons, est-ce que si rien n'est fait, vous pensez quitter le site? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire aux autorités? Non, aujourd'hui, vous savez, depuis le 18 octobre, je vais dire août dernier, la population a voulu se manifester parce qu'il y a une partie qui est déjà partie dans d'autres sites. Il y a des familles qui sont restées, donc des villages qui sont isolés. Mais nous leur avons convaincus, nous leur avons dit de rester calmes, que l'État viendra faire des routes. Donc, dans ce cadre aussi, par la suite, il y a de ces villages, par exemple, qui n'ont pas d'infrastructure. Je prendrai un exemple de 15 villages ici, où il y a plus de 243 enfants, depuis l'année dernière, qui n'ont pas pu aller à l'école, parce qu'il n'y a pas d'établissement. L'école la plus proche fait 6 km de leur village. Donc, on ne peut pas permettre à un enfant de 6 ans, 7 ans, de faire 6 km aller et le retour. Vous voyez?
Donc, vu tous ces paramètres, on a essayé de convaincre les gens. Les champs sont anoyés, les gens ne sont pas encore payés. À chaque fois, ils nous interpellent qu'ils sont affamés. On dit restez cool, ils vont venir vous payer. Mais vu ce qui s'est passé hier, les gens ne sont plus prêts à nous écouter. Parce que c'est-à-dire ils ont faim, ils peuvent chercher la nourriture. Mais lorsque les maisons sont directement impactées, lorsque les maisons sont fissurées, nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus le courage de les convaincre. Parce que, c'est-à-dire ils ne vont pas nous écouter ni nous comprendre. Donc, ils se demandent par quel sens se vouer aujourd'hui. Bien, en tout cas, tous nos encouragements, Mamadou Biloba, citoyen vivant du côté de Télémélé. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Des grandes gueules. Moussa Moïse, on a suivi ce citoyen du côté de Télémélé. Que faut-il faire en pareille circonstance? Je pense, est-ce que vous sentez une mobilisation quelconque sur le site, parce qu'il est encore là-bas et le phénomène s'est produit hier, mais avant-hier également, et on nous apprend que avant même le mois de janvier, il y avait déjà eu quelques prémices. Vous avez senti une quelconque mobilisation pour aller sur le site, essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé? Mais je ne sais pas ce qui se passe chez nous, mais lorsqu'une partie du territoire national tremble, les autres parties ne dorment pas. On reste en éveil. Mais non, mais c'est une partie, je veux dire, quand une partie du territoire tremble, Télémélé, je ne peux pas comprendre que de l'autre côté, qu'on puisse dormir tranquillement. Parce que ça inquiète, ça doit inquiéter tout le monde. Et qu'on dise que, parce que certains citoyens nous apprennent qu'ils ont pu ressentir jusqu'au niveau de Kindia, je trouve que c'est très inquiétant. Et ça devient récurrent. S'ils n'ont pas de données scientifiques, s'ils n'ont pas été approchés, ces citoyens ont raison de faire le lien avec la construction du barrage de Soie-Petit. Ils ont raison de le faire. Parce que si c'est un phénomène naturel, on n'a qu'à faire une communication officielle, parce que c'est possible. D'abord, ils sont confrontés à une catastrophe humanitaire. Les dédommagements sont des dédommagements qui sont basés sur des montants lance-roquettes. Certains n'ont même pas reçu un copec. Et vous avez des infrastructures qui ne suivent pas. Si à cela, il faut ajouter encore une catastrophe naturelle, je pense qu'il y a lieu tout de même que le gouvernement parte au chevet de ces populations du côté de Télémélé. J'ai l'impression qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pas du tout normal. C'est la terre, c'est une partie de la terre en Guinée qui a tremblé. Ça doit quand même faire bouger les gens. Nous avons des scientifiques ici. Mettez les moyens qu'il faut. Et si jamais ce tremblement de terre est lié à la construction du barrage de Soie-Petit, ça veut dire qu'on engloutit des millions de dollars pour ne rien. Parce que c'est inquiétant. On ne peut pas construire, on ne peut pas faire un tel méga projet sans une étude approfondie. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on apparaît au plus vite, juste pour allumer quelques ampoules et puis ne pas s'inquiéter de l'avenir de ses concitoyens-là. Et ce n'est pas normal. Je pense qu'au plus vite, il nous faut des explications scientifiques et des équipes doivent être dépêchées sur le terrain. Mais en attendant, c'est l'aspect humain qui doit être pris en charge. Il faut sortir des lieux, tous ces citoyens et leur trouver un endroit où rester. Et justement, Diba Milimono. Oui, je pense que notre histoire quand même en 83, on le rappelait tantôt Mafoudia, et on a une histoire très triste parce que vous vous souvenez, il y a eu plus de 200 morts à l'époque dans Gawal. Donc on n'oublie pas cela, sans compter les dégâts, les déplacés, des milliers de personnes. Il faut savoir tirer les leçons. Maintenant, si on fait un lien avec le barrage, je pense qu'en amont, il y a toujours une étude d'impact environnemental qui est étudiée, même sismique, parce que n'oubliez pas que la Guinée, si nous prenons la structure de nos terres, Conakry par exemple, on dit qu'il y a une bonne partie, c'est une zone bauxitique. Et moi, quelque chose qui aujourd'hui attire mon attention, ce sont les forages. Aujourd'hui, toutes les familles pratiquement, les nombreux forages à Conakry et environ, je pense que ce phénomène aussi normalement devrait interpeller les autorités. Si vous avez une dizaine de millions, vous pouvez vous offrir un forage. Et aujourd'hui, chacun est en train de forer et c'est la structure de la terre qui est en train d'être endommagée dans une zone où quand même le sol est différent du sol, par exemple à Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée. Maintenant, il faudrait que le département puisse
rencontrer ces Indiens qui sont en train de faire ces activités, est-ce que des études sont effectuées en amont avant de faire les forages? Moi, c'est la question que je me pose. On ne peut pas aller avec une multiplicité de forages, une multitude de forages dans un pays, sachant que nos terres sont différentes des autres pays. Donc, il faut que cela aussi attire l'attention des autorités. Actuellement, on est en train de forer beaucoup à Conakry et environ. Et ça, je pense que ça peut avoir aussi, on ne le souhaite pas, mais aussi des conséquences parce qu'il y a des spécialistes qui sont aujourd'hui en train de dénoncer ce phénomène-là. Antoine Kourouma, qu'est-ce qu'il faut faire? Les géologues devraient se mobiliser, l'État devrait faire une communication officielle parce que là, c'est en train de partir dans tous les sens. On ne peut pas prédire de quoi il s'agit. Est-ce que c'est lié justement à la construction de ce barrage? Est-ce que c'est un phénomène naturel? Parce que c'est possible aussi que ce soit un phénomène naturel. Ouais, normalement, Moïse l'a rappelé tantôt, dans des pays où des situations pareilles arrivent, c'est tout de suite l'État se met en branle, tout de suite les autorités concernées font en sorte de venir au secours ou au chevet des populations victimes. On a le Sénat en Guinée. Je crois ce service chargé d'assister les personnes sinistrées en cas de catastrophe. Mais je constate que la directrice de ce Sénat-là, la directrice est plus enclin à prendre des photos sur Facebook avec des communicants du RPG qu'à faire son travail. Parce qu'on constate très souvent qu'elle, je crois que c'est une certaine Wendeno qui fait des photos selfies et tout cela pour parfois montrer qu'elle est bien habillée, alors que sur le terrain, il y a urgence. Il y a urgence sur le terrain. On ne voit pas ces actions véritables. On constate qu'il y a des phénomènes, il y a des phénomènes naturels qui se font en Guinée, des catastrophes qui ont lieu. C'est important ce que je dis, Jacques. Je dis ceci, le Sénat n'est pas... C'est juste pour rigoler. Attends que je finisse, Jacques. Le Sénat n'est pas connu des Guinéens. À part quelques-uns qui connaissent le Sénat, ce Sénat n'est pas connu. Ça communique pas. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas d'activité véritable pour que les citoyens sachent qu'il y a une telle structure en Guinée qui vient au secours des sinistrés. Ce service ne devrait bénéficier d'aucun centime. Il est logé au ministère de l'administration du territoire, la mais qui ne font pratiquement rien. On les voit juste sur Facebook. Parfois, on fait des photos inutiles, alors que sur le terrain, des citoyens sont à cause de ce que vous avez dit, il y a des sacs de riz couleur jaune qui vont aller du côté de Tokounou. Ce qui n'est pas normal. Du côté de, je sais pas, l'école, là où les cases ont brûlé. C'est tout ce qu'on peut faire. Il y a eu un éboulement, du côté des choses de Bofa. L'éboulement de Bofa a fait des victimes. Qu'est-ce qu'on a envoyé aux familles? À l'époque, c'était Saïd Fofana qui était aux affaires. On a promis aux victimes de les délocaliser. Jusqu'à ce jour, elles y sont encore. Le village est encore implanté au pied de la montagne. Ils n'ont pas été délocalisés. Des promesses en l'air. Et pour ça, on gaspille beaucoup d'argent pour des services qui n'en valent pas la peine. Sidia Touré, donc, pour parler de l'actualité politique, Moussa Moïsila. Oui, sa parole est devenue rare depuis l'élection présidentielle dernière, du 18 octobre. Il semblait observer un peu la scène politique. Ensuite, on a été tous surpris du communiqué de l'UFR, ce qui a quand même dénoté d'un certain changement de positionnement dans l'arène politique face à la situation, au contexte crispé entre opposition et gouvernement. Et ce communiqué de l'UFR qui appelle au dialogue, qui appelle à prendre acte de la présence à la tête du pays. Mais qui est contre ce décret pris par le chef de l'État. Oui, qui appelle quand même à prendre acte de la présence du président, de professeur Alpha Condé à la tête du pays comme président de la République. Je trouve qu'il y a certainement des éléments nouveaux qui entrent en jeu, qui le poussent certainement à prendre la parole. Et l'un des éléments nouveaux, c'est bien entendu le cours magistral sur ce qu'on entend par gouverner autrement, les quelques actes qui ont été pris sur... Oui, c'était un cours quand même... L'adresse du chef de l'État. Oui, et quelques éléments qui ont été mis comme pour garnir un peu ce slogan gouverner autrement. Les postes télévisés sont les premières victimes. Je trouve que les premières victimes plutôt, je trouve que oui, c'est important. Des postes téléviseurs qui font les frais. Les postes ne sont pas les victimes, c'est ceux qui regardent. Non, pas du tout. Parce que quand il a ramassé tout cela, moi j'attendais qu'on reçoive quelques postes ici ou bien la Cité Solidarité SOS et tout cela. Parce que ça n'a pas de sens au fait. Ça ne peut pas être un élément,
une composante du slogan gouverner autrement. Ça doit commencer ailleurs. Ça doit commencer ailleurs. Et je trouve que vous avez derrière comment le ministre de la fonction publique s'est empressé de prendre des décisions allant dans le sens. Je trouve que c'est un travail plus sérieux qui doit être fait. Et il peut quand même impulser quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique. Quand il demande aux gens de venir à l'heure, vous avez vu tout de suite, parce qu'on a peur que du chef, vous avez vu tout de suite, vous le croisez à quelle heure actuellement? Dès 6h. Dès 6h, dès 5h du matin. Voilà, donc, mais pour le cas de... Pourvu que ça soit périn. Pour le cas de ces postes téléviseurs, ça n'a pas de sens. Moi, je crois plus à un feu de paille parce qu'on sait qu'en Guinée, on est habitué à ces grandes décisions. Il y a eu ce contrôle biométrique qui a été mis en place. Mais je me demande à quoi ça a servi. Moi, ce qui est quand même dommage, dans un pays près d'un demi-siècle, qu'un ministre quand même de la fonction publique se présente à la télévision devant des enfants et devant le monde entier pour dire à des pères de famille d'arriver à l'heure au travail. Vous ne trouvez pas ça gênant? Quand même. Le poste téléviseur. Oui. C'est gênant. Je pense que à l'école, ce que nous apprenons à nos enfants... On a du mal à joindre Sidia Touré, Amadou. Ce que nous apprenons traditionnellement à nos enfants, c'est d'être ponctuels et assidus. Si nous, en tant que pères de famille responsables de l'administration, nous n'arrivons pas à l'heure au travail... Mais s'il n'y a pas de travail, les gens viennent, ils s'asseyent, pratiquement c'est la pléthore, les gens n'ont rien à faire. C'est parce que je pense que ce qu'on est en train de faire en termes de production, mais aussi la politique qui est mise en place, ne permet pas aux gens de travailler, de créer. Donc aujourd'hui, je pense que la décision, ce n'est pas de dire aux gens, venez à l'heure au travail. Créer les conditions de travail. Ce sont les BABA, je pense, du monde du travail, l'heure. Maintenant, il faut créer les conditions. Je pense qu'on a parlé de réforme de l'administration. À mon avis, cette réforme doit être poursuivie. Parce que si on part par des réformes et qu'après, ça devient un coup d'épée dans l'eau, je pense qu'il y a un problème. Maintenant, sur le discours du chef de l'État, moi, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, 10 années après, le pouvoir doit résider dans l'action. On doit sortir maintenant des discours. Ce n'est pas le fait de dire aux Guinéens, allez-y au travail à l'heure, ce n'est pas là le problème. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est une question aujourd'hui de gouvernance dans toute sa globalité. Le chef de l'État, normalement, devrait comprendre cela et qu'en fait, on puisse quand même sortir un peu de cette situation parce que ça devient un peu lancinante pour tout le monde. Et après, la question politique reste en suspens. La question du dialogue aussi reste en suspens. Maintenant, sans oublier maintenant la création de la richesse. Aujourd'hui, on parle au niveau du golfe de Guinée qui a, disons, des craintes par rapport un peu à Al-Qaïda qui est en train de se promener dans la sous-région. On ne le souhaite pas. Maintenant, après, il faut offrir une opportunité, des perspectives aussi à la jeunesse. Parce que ceux qui sont en train de sortir de ces universités, c'est des milliers de jeunes. Vous imaginez 72% de la jeunesse guinéenne de l'enseignement supérieur est au chômage. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème dans le pays. Il faut résoudre cette équation par rapport un peu aux perspectives qu'on peut offrir à la jeunesse pour ne pas que ces jeunes soient utilisés autrement. Maintenant, il y a la question aussi de l'emploi. Tout ça, ça reste sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte un peu de ces cours de ces cours magistraux et en fait chercher un peu à trouver une solution un peu aux problèmes qui se posent à la Guinée. La demande, elle est forte. Il faut que l'offre politique aussi soit un peu proportionnelle à la demande de la population guinéenne. Sinon, après, on va rester dans un cercle vicieux. Bien, Sidia Touré de retour chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour, comment allez-vous, madame? Ça va, Dieu merci. Allez-y, Moïse. Nous avons suivi, pour commencer, toutes les difficultés que vous avez eues à sortir de votre pays pour le check médical. Et dites-nous, au lendemain de tout cela, comment vous vous sentez? Mais écoutez, moi, je me sens bien. Je voudrais quand même déjà profiter, avant d'aller plus loin, pour présenter mes condoléances pour le décès de Shérif de Washington, un garçon que je connaissais bien, qui a été responsable d'ailleurs de mon parti pendant près de 8 ans à Washington. Mais c'est surtout que, franchement, c'est un jeune qui était extrêmement ouvert à tous et je présente mes condoléances à toute sa famille. Oui, entre-temps, je suis sorti pour aller faire mon check-up, j'ai fini. La question qui se pose, c'est est-ce que chaque fois que je dois sortir de Guinée, il faut avoir l'autorisation de l'Alpha? Ça, c'est vraiment le problème fondamental qui se pose aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment désolant. Moi, ça va. Alors, vous avez certainement suivi que derrière vous, l'actualité de notre pays, l'actualité politique surtout a évolué. On a vu la mise en place de ce gouvernement. Il y a certains qui attendent encore d'être confirmés ou d'être renvoyés. Mais le gouvernement a été composé de façon assez step by step, au compte-gouttes. Alors, comment vous avez apprécié cette méthode du président de la République?
Ça me donne l'impression que nous n'avons pas d'objectif immédiat à atteindre. Moi, je me souviens, la période où j'ai été nommé Premier ministre, c'était le 8 juillet 1996. Le 9 juillet, j'ai présenté le gouvernement. Et le 10, on était au Conseil interministériel pour passer le programme de travail. Je pense que si on veut aller de l'avant, on ne peut pas passer un mois à annoncer à la radio tous les jours le nom des nouveaux membres du gouvernement confirmés ou pas. Ceci est absolument déplorable et je pensais qu'on voulait rompre avec ces méthodes-là. Okay. Alors, on dit que les membres du gouvernement sont nommés par le président sur proposition du Premier ministre. Est-ce que vous pensez que cette règle a été respectée au vu des nominations, des rentrées, des sorties, des tractations, tout ce qu'il y a eu? Non, franchement, j'en sais rien. À mon temps, ça a été respecté à un moment donné. La question est que de toute façon, il y a une proposition du Premier ministre, c'est sûr, mais il y a une discussion avec le président de la République pour se mettre d'accord sur les noms. Ça, c'est parfaitement légal. La seule chose, c'est que cela doit se faire rapidement pour qu'on puisse se mettre au travail. Bon sang, on ne peut pas continuer à énoncer ça pendant un mois à la radio. C'est ça qui est déplorable. Peut-être poser la question autrement, ces nominations qu'il y a eu, est-ce qu'on peut dire que ce sont encore là des récompenses? Est-ce que c'est un peu le choix du président lui-même? Honnêtement, j'en sais rien. Je veux dire que former un gouvernement, c'est pas aussi compliqué que ça. Si vous savez ce que vous avez à faire comme programme, vous avez défini quelles sont les personnes qui peuvent contribuer à cela. Il est aisé de former un gouvernement en 48 heures et d'aller de l'avant. Allez-y, Jacques. Alors, monsieur Touré, vous aviez déjà fait une déclaration dans laquelle vous avez souhaité qu'on ait un cadre permanent de dialogue. Ce que le président a fait en prenant, n'est-ce pas, un décret la dernière fois, est-ce que vous vous dites que c'est une démarche déjà c'est un pas qui est franchi? Non, Jacques, il faut qu'on revienne dessus. Je n'ai jamais parlé d'un cadre permanent. Le dialogue ne peut pas être permanent. Le dialogue, c'est quelque chose qui se pose dans la mesure où vous avez constaté que votre situation est devenue intenable et que vous devez vous parler. Ce qu'on a proposé, c'est que les Guinéens se parlent. Parce que l'impression que nous dégageons aujourd'hui, c'est qu'après toutes ces différentes manifestations, tout ce qui s'est passé en 2019-2020, il est temps qu'on s'asseye pour discuter de l'orientation que nous voulons donner à notre pays et puis surtout qu'on se mette au travail. Donc le cadre permanent de dialogue est très loin de là. Il s'agit de parler avec tout un chacun. Ramener ça à un décret, c'est réellement complètement dissimuler la vraie raison pour laquelle nous souhaitons aller discuter de ces questions-là. Et beaucoup quand même ont des craintes par rapport un peu même à la composition de ce cadre permanent, parce qu'on se souvient de ces consultations avec le Premier ministre. Parce que l'objectif, ce n'était pas de désigner 6 membres de l'administration, du gouvernement, du parti au pouvoir, et ensuite de trouver 2 personnes de l'opposition. Il ne s'agit pas d'aller voter pour savoir quels sont ceux qui sont les plus nombreux. Il s'agit d'un dialogue, il s'agit d'écouter l'autre. Il s'agit de faire en sorte que cette situation, nous puissions en sortir au mieux. Ce n'est pas les discours de gouverner autrement, tout ça qui vont nous sortir de là. C'est la discussion avec les Guinéens dans le cadre d'une ambition affichée du président de la République de vouloir aller de l'avant. Et ceci, pas de manière démagogique, mais de manière très claire, permettre de régler les problèmes qui se posent au jour le jour, comme ce que vous venez d'évoquer tantôt, le problème qu'il y a ou je ne sais quoi, voilà. Allez-y, Moïse. Monsieur le président de l'UFR, vous avez certainement entendu certaines interrogations au lendemain de la déclaration de votre parti politique sur cet appel au dialogue. Certains ont pensé que c'est une reconnaissance de facto de la victoire du président de la République, du professeur Alpha Condé, candidat du RPG. Est-ce qu'on peut entrevoir cela comme cela? Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, la présidence de Alpha Condé s'impose à nous pour des tas de raisons. Ce que je veux adresser, c'est la situation de nos compatriotes. La Guinée telle qu'elle est aujourd'hui. C'est la Guinée où le prix du riz s'envole à 350, 400 000 francs. C'est la Guinée où on ne trouve pas de pain, où l'électricité depuis 10 ans on en parle. Il faut sortir de là pour que nous posions enfin des actes qui soient conformes à ce que nos compatriotes attendent de nous. Donc pour cela, je dis, écoutez, mettons ces discussions de côté,
entendons-nous, discutons, faisons en sorte que sur le minimum, nous puissions faire avancer ce pays. Voilà l'objet. Il ne s'agit pas d'aller reconnaître quelqu'un. Cela s'impose. Alpha est là, il est président de la République parce que la Cour constitutionnelle l'a dit. Mettons ça de côté et faisons en sorte que les Guinéens puissent se mettre au travail. Aujourd'hui, nous continuons dans les interrogations, dans des gouvernements qui n'en finissent plus, dans des gouvernements autrement, ainsi de suite. Non, on n'est pas encore là. Voilà ma question. Voilà pourquoi je me suis interrogé. Voilà pourquoi j'ai fait cette proposition. Allez-y, Antoine. Oui, pour le gouverner autrement, il y a eu ce discours qu'on a suivi récemment d'Alpha Condé qui, en 18 minutes, a tenté d'expliquer c'est quoi le contenu. Et apparemment, il y a 4 priorités qui se dégagent. Et le lendemain, on a suivi avec Alpha Condé qui a été sur le terrain pour voir l'effectivité des mesures annoncées. Quelle appréciation vous avez faite de son discours et de l'action qui a suivi après? Écoutez, gouverner autrement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est le titre d'un bouquin, d'ailleurs. Curieusement, du premier ministre. Les grandes gueules. C'est un livre qui a été écrit dans ce cadre-là pour qualifier la gouvernance de Charles de Gaulle entre 1962 et 1972. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Bon, c'est une idée, c'est très bien. La question essentielle, ce n'est pas d'aller prendre les téléviseurs dans les bureaux. N'importe qui d'entre vous, comme moi qui suis à l'étranger, je vous suis sur Android avec mon téléphone. Si on me prend la télé, ça ne change pas grand-chose. Hein. Donc, ce n'est pas la question. La question, c'est de se mettre réellement au travail et d'adresser les vrais problèmes qui se posent à nous. Et ce n'est pas en faisant le catalogue de tout ce qui n'a pas fonctionné que nous allons pouvoir résoudre ça. Quand moi j'ai écouté le président Alpha Condé, j'ai eu l'impression qu'il faisait un discours en 2010. Parce qu'en fait, il était en train de dire que pendant les 10 ans, tout ce qui a été fait, c'était pas bon, et que nous allons nous y prendre autrement. Alors, si c'est le cas, il y a un problème. Vous ne pouvez pas dénoncer votre propre gouvernance pendant 10 ans et dire à partir de ce moment, vous allez voir, on va raser gratis. Dans ce discours, il y a quand même cette ferme volonté affichée de lutter à nouveau contre la corruption et même de faire en sorte que les domaines de l'État soient récupérés, parce qu'on a vu sur le terrain, la plupart des bâtiments au niveau des emprises des routes et même dans des quartiers sont en train d'être récupérés par l'État. Je crois que ce n'est pas l'essentiel. Si on voulait nous donner un exemple patent, vous avez évoqué des tas de dossiers ces derniers temps qui prêtaient vraiment à questionnement sur le détournement des deniers publics. Il suffisait de faire un audit dans deux de ces services, une ou deux de ces sociétés, vous avez eu la crédibilité de toute la République de Guinée automatiquement. Il y a énormément de faits, de l'argent qui disparaît partout. On en a des dossiers. Vous en évoquez tous les jours quand vous vous levez. 2 cas comme ça sur lesquels on aurait lancé un audit, c'est fini. La crédibilité était gagnée. Mais si ce n'est pas le cas, on continue de parler, ça ne sert pas à grand chose. Allez-y, Mafoudia. Alors, dans ce discours, on n'a pas entendu le président se prononcer, par exemple, sur la justice. Il y a le cas de ces leaders politiques qui sont aujourd'hui en prison, certains qui ont dû se battre pour que le procès se tienne. Il y a ce rapport d'Amnesty, le gouvernement, enfin, le ministère de la Justice qui ne partage pas. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez, ou bien comment vous voyez l'aboutissement de tout ce qui est en train de se passer juridiquement avec ces acteurs politiques qui se retrouvent aujourd'hui en prison? Écoutez, c'est un déni de droit absolu. Nous sommes en train de revenir pratiquement à la pensée unique, au parti unique. On pourchasse les responsables du parti, on interdit aux gens de sortir, vous mettez en prison des gens comme, je le dis toujours, Ousmane Gawal ou bien Ropogui, ce sont des jeunes gens qu'on connaît, qui représentent quelque chose dans ce pays. Vous n'allez pas les prendre à la maison, les mettre en prison, et puis continuer à dire, ouais, nous allons dialoguer. Le dialogue commence par là. Dans ce que nous avons dit, c'est d'abord, il faut commencer par cette décryptation. Ces gens ont été interpellés pour rien du tout. Moi-même, on m'a envoyé à 4 heures du matin des militaires chez moi pour aller me chercher. On est dans une situation absolument inacceptable. Donc, je suis absolument opposé à l'idée que des responsables politiques de ce niveau en Guinée puissent être interpellés et envoyés en prison pour rien. Donc, dernière question, gouverner autrement, ça aurait été de commencer par libérer ces gens-là pour dire nous ouvrons la porte, nous allons nous rencontrer entre frères et on va discuter des affaires de notre pays. Si ce n'est pas le cas, on est en train de tourner en rond.
J'ai été, M. Touré, surpris de voir du côté de la Côte d'Ivoire Pascal Affi-Guessan dans le même avion présidentiel pour aller rendre hommage à l'ancien président ghanéen, Rawlings, lors de ses funérailles. Et Pascal Affi-Guessan, quand même, qui a été très, très opposé à Alassane Dramane Ouattara lors de la dernière présidentielle ivoirienne. Alors, quand on voit comment Alassane gère avec Henri Konabédié, gère avec son opposition, on se demande quel est l'avenir du dialogue véritable en Guinée et aussi quel est l'avenir de l'opposition guinéenne au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Franchement, je ne veux pas dire cela, mais Alpha ne veut pas d'opposition en Guinée. Alpha ne veut pas d'opposants, il ne veut pas d'opposition. C'est ça le malheur. Le problème, c'est que l'opposition existe. Vous ne pouvez pas faire disparaître ça par un coup de baguette magique. Donc la seule solution, si vous avez des objectifs de gouvernance vertueuse pour votre pays, après tout ce qu'on a évoqué, et que je laisse de côté réseau routier, chemin de fer, bâtiments administratifs, 100 000 laissez tout ça. Mais si vous voulez tout cela, vous créez les conditions d'une gouvernance vertueuse. Il faudrait que chez vous, il y ait de la paix. C'est pour ça que les gens recherchent la paix. C'est pas parce les grandes gueules. C'est parce que c'est la meilleure manière pour nous d'aller de l'avant. Chez nous, j'ai l'impression que non, nous allons de défi en défi. Mais inutilement, parce que de toute façon, nous n'opposons pas d'actes. Donc je suis effectivement, comme vous, un peu perplexe et je me demande comment nous allons ça. C'est dans ce cadre-là que nous avons demandé que ce dialogue s'instaure, mais ce n'était pas un dialogue dirigé par le gouvernement avec un décret qui fixe les limites avant même qu'on ne commence à discuter. Vous dites que le président ne veut pas qu'il y ait une opposition en Guinée. Si on vous demandait comment se porte l'opposition guinéenne aujourd'hui, que répondriez-vous, Monsieur le Président? Mais écoutez, l'opposition guinéenne est là, vous ne pouvez pas la faire disparaître. Tous ceux qui ne sont pas en accord avec la manière dont Alpha Condé gère ce pays, mais ils sont en Guinée et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Et plus la situation devient difficile, plus ils sont de plus en plus nombreux. La question, elle est là, ça, vous ne pouvez pas se plier. Peut-être qu'il peut ne pas la faire disparaître, mais il l'a affaiblie. C'est le cas, par exemple, du FNDC aujourd'hui, où certains sont obligés de se cacher, d'autres sont en exil. Et ça, c'est une volonté. Si c'est ce que vous souhaitez pour votre pays, cela maintient la tension inutile dont je parlais tantôt. Voilà pourquoi je parlais de dialogue. Il faut détendre cette atmosphère et qu'on se consacre à l'essentiel, c'est-à-dire produire les biens sociaux de base qui permettent aux Guinéens d'avoir une meilleure vie. Sans cela, tout le reste là n'est que littérature, ça ne sert à rien. Bien. Sidia Touré, président de l'UFR. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Oui, j'ai 2 mots à dire là, s'il vous plaît. Hein, voilà. Allez-y. Allez-y. Allez-y, voilà, nous vous écoutons. Chose, oui. Je voudrais, moi, féliciter le CI national, hein, vraiment. Je suis comme Moussa Moïse, je n'ai pas regardé le match, mais on me téléphonait pour me dire où est-ce qu'on habitait. Voilà, ça c'est très important. Je crois que nous sommes parmi les 4 meilleures équipes d'Afrique. Il ne faut quand même pas... Je ne connais pas beaucoup de domaines où la Guinée est dans les 4 meilleurs en Afrique. Hein, donc, il faut reconnaître à ces jeunes gens ce qu'ils ont fait. Bien. Voilà. La deuxième chose, voilà, on a parlé de ça hier. Je n'ai pas suivi toute l'émission. S'il vous plaît, Moussa Moïse, dites au gouverneur que le lac qui est en face du palais du peuple, il faut le maintenir pour une question d'esthétique et d'environnement. S'il vous plaît, insistez dessus. Vous direz que vous avez eu la voix du président Sidia Touré là-dessus. Il faut qu'on maintienne ce lac de grâce. Qu'on n'aille pas mettre encore des vieux camions là-bas, ça ne sert strictement à rien. Je tenais vraiment à dire ça parce que c'était important. Le message est passé. Merci à vous, Monsieur Sidia Touré. Les grandes gueules continuent. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Un mot de culture avant de boucler cette émission. Elle est du monde de la culture et elle s'est donnée pour mission de vendre la beauté guinéenne depuis 2008 et pendant 12 ans. Elle a organisé le concours de détection des belles femmes de notre pays, 12 Miss avec leurs dauphines qui ont souvent participé à des compétitions africaines et voire même internationales. Mais depuis la dernière édition, elle n'est plus bien aimée au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Son problème, l'équipe de l'actuel ministre des Sports lui reproche des comportements
comportement peu catholique à l'égard des demoiselles qui acceptent de se confier à elle après leur élection. Il a été donc décidé de lui retirer l'organisation qui a connu quelques couacs tout de même au cours des dernières éditions. Johanna Barry, promotrice culturelle et présidente du comité d'organisation de Miss Guinée, veut dire sa part de vérité chez les grandes gueules. Elle qui se réjouit d'ailleurs de l'arrivée d'une dame à la tête du ministère de la Culture attend des changements profonds. Donc Amadou va essayer de l'appeler, bien entendu, on va essayer de savoir sa part de vérité. Pourquoi voudrait-on lui retirer l'organisation de cette compétition Miss Guinée? Mafoudia Bangoura, qu'est-ce que vous en savez? Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette commission. On se rappelle d'abord, il y a très longtemps, lorsque les Miss ont défilé à maillot de bain. Donc déjà, on se rappelle du tollé. Lorsque les personnes étaient là-bas, pour beaucoup, c'était un manque total de respect vis-à-vis de nos mœurs. Elles pouvaient porter d'autres tenues, mais pas être en bikini. On se rappelle de ce tollé. Pas des maillots de bain, des bikinis. Voilà, des bikinis, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il fallait surtout pas porter. Et après, avec le temps, quand même, ce qui est un fait, on se rend compte que Miss Guinée est totalement différent de Miss, par exemple, de Miss Côte d'Ivoire ou de Miss, je sais pas, de Miss Monde. En tout cas, l'organisation est catastrophique. La dernière compétition... Faut pas exagérer. Non, attends, catastrophique, comment? Pas toutes les fois. L'organisation... La dernière édition, pour moi, était bien. Antoine, voilà. C'est ton avis. C'est le mot catastrophique là qui me choque. Non, on parle de catastrophe, on vient de parler de télé. Laisse-la finir. L'organisation est catastrophique. J'ai regardé la compétition comme toi. Tu peux avoir une autre lecture. Je peux avoir la mienne. Merci de respecter le regard que j'ai. Parce que j'ai aussi regardé les autres compétitions et c'est totalement différent. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je comprends bien la volonté de Johanna Barry de ne pas vouloir lâcher parce que ça fait quand même longtemps qu'elle se bat pour cette compétition. Mais elle doit aussi être à mesure de reconnaître que ça ne va pas du tout. Et lorsqu'on dit ceci, pour elle, la raison se trouve au niveau du département. Donc nous allons peut-être, comme on l'a finalement, essayer de comprendre tout ceci. Et le département qui estime désormais que il faut trouver un autre organisateur à cette compétition. Peut-être qu'avec cela, on pourrait changer la donne. Johanna Barry qui est d'ailleurs en direct, Jacques Léo-Alédon. Les grandes gueules. Madame, bonjour. Je pense qu'elle n'a pas de retour à Amadou Barry. Allô, madame, vous nous entendez? Oui, bien. Je vous entends très bien. Merci. Voilà, bienvenue à cette émission. Et donc, pour commencer, est-ce que vous vous considérez encore présidente du Comigui ou alors vous prenez acte de la décision du ministère de la Culture? Avant de débuter dans mon entretien avec vous, j'aimerais rectifier quelque chose. Ah, voilà, s'il vous plaît. Je suis encore la présidente de ce comité. Voilà, le comité ne m'a pas été retiré, contrairement à ce que dit la dame sur votre plateau. Donc, ils ont cru me retirer le comité, mais ils ne l'ont pas retiré. Voilà. La décision a-t-elle été prise ou pas? Et le ministère n'a pas le pouvoir de me retirer mon comité. Ce comité est mon bébé. Il est à moi. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout conflit avec un département, je pense que cela se règle au niveau de la justice. J'ai fait maintes fois, j'ai essayé de mener la démarche maintes fois au niveau de ce département-là, pour qu'on puisse régler nos problèmes, comme il faut pour qu'on puisse avancer. Mais ça a toujours été une sorte d'un jeu du chat et de la souris. Vous comprenez? Et ils ne savent pas. Vous savez le sacrifice que j'ai eu à faire pour atteindre ce niveau-là. Comme dit madame, la dame sur votre chose, le bikini, il est permis. Il est permis partout, dans tous les concours. Même le chef de département sortant me l'a dit en face. Le bikini est permis partout, même le plus grand pays musulman du monde. L'Indonésie le fait. Donc, tu tombes les armes à la main. En ce moment, il était simple conseiller au niveau de la présidence. Vous comprenez? C'est juste un montage. Et là, mon regret, c'est qu'il y a un ministre qui a été victime de ça. Qui a été diffamé ici. J'étais obligé de rectifier le tir. Vous comprenez? Donc c'est juste cette parenthèse-là que je voulais. Alors, Madame Johanna, moi OK, par rapport à cette décision du ministère de la Culture, quand même, nous avons appris qu'il y a eu un appel d'offres et que finalement, c'est à la structure CAPAF qu'on a donné l'organisation de cette compétition dorénavant. Est-ce que vous n'avez pas eu vent de cela? Bien sûr que j'ai eu vent de cela.
j'ai eu vent de cela. Mais pour moi, c'est du pipeau, quoi. Vous comprenez? Ce n'est que du pipeau. Quand j'ai reçu ce message-là, ce document de la part du ministre de la Culture, à l'époque, M. Samsi Bantamasso, j'ai demandé à le rencontrer. J'ai été le voir à son bureau. Je lui ai posé la question, avec tout le respect que je lui dois, avec tous mes collaborateurs autour de moi et son chef de cabinet. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait parce que je ne comprenais rien. Parce que moi, en ce qui me concerne, toutes les obligations dues au comité Miss Guinée ont été respectées. Par contre, même un COPEC, même un encouragement, rien n'a été fait. Aucun suivi n'a été fait de leur part. Il m'a dit oui, tout simplement, il m'a regardé en face. Il m'a dit oui, parce que tu ne fais pas ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je veux. Tu as de la personnalité, tu as de la valeur. Et tu allais voir, peut-être que ton comité allait avancer. Je dis, bon, donc c'est un défi. Il m'a regardé, il s'est mis à rire, je suis sortie et je lui ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Je suis sortie. Ce que je veux. Vous voulez faire allusion à quoi? Voilà, faites allusion à quoi en disant que vous ne faites pas ce qu'il veut? Comment? J'entends pas très bien. Qu'est-ce que Bantama veut que vous fassiez que vous n'avez pas fait? Allez lui demander, allez lui poser la question. Moi, en ce qui me concerne, sur le plan professionnel, je fais ce que j'ai à faire. Johanna Barry, on a tout de même entendu des choses. Johanna Barry, on a entendu des choses en coulisses. Qu'est-ce qui vous lie à Bantamasso? On apprend qu'il y a des histoires liées à des relations intimes. Est-ce que vous le confirmez ce matin à l'antenne? Vous a-t-il fait des avances? Est-ce que Bantamasso vous a fait des avances? Non, écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, ok? Moi, c'est un chapitre tourné, ça, c'est une page tournée. Qu'il ne fasse des avances ou pas, ces avances, ça ne regarde que lui. Vous comprenez? Et je viens d'apprendre que ce comité-là, cet appel d'offres-là, il a remis à sa nièce. Vous comprenez que c'est sa nièce qui a eu l'obtention de ce comité-là. Oh oui, sa nièce. Et je vous dis, c'est un non-événement pour moi. Donc, je demande à sa nièce, à sa fameuse nièce, de se mettre à l'écart de mon chemin. Parce que c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Oui, c'est un cadeau empoisonné. Madame Barry, on comprend effectivement votre colère, mais ce qui pourrait aussi vous aider, c'est d'aider par exemple le public, l'opinion, à comprendre en quoi le ministère ne peut pas vous retirer l'organisation de cette compétition. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui fait que cette compétition est la vôtre? Mais qui attribue l'organisation? Donc expliquez-nous déjà à comprendre cela. Aidez-nous à comprendre cela. Comment? L'organisation de ce concours, est-ce une organisation volontaire et indépendante ou bien le ministère a le droit de désigner une structure qui organiserait l'élection Miss en Guinée? C'est une très bonne question. Madame Hiro. C'est une initiative privée, comme tous les comités du monde. Seulement chapeauté par les départements de tutelle. Et moi, je collabore avec plusieurs départements ici. Pas seulement le ministère de la Culture, je collabore aussi avec le ministère du Tourisme, avec le ministère de la décentralisation, avec le ministère des Affaires étrangères et des Affaires sociales. Vous comprenez? Et avec ces gens-là, tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. Parce qu'on le veut ou pas, c'est pas pour me... Mais j'ai été toujours correct dans ce que je fais. Et je suis... Qu'est-ce qu'on vous reproche? Madame Barry, allez, on se calme. Madame Barry, vous reconnaissez... Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des difficultés dans l'organisation qui font qu'on n'a pas une compétition de qualité? Qu'est-ce qui explique alors ces difficultés? Enfin, on a des difficultés. Pour mettre une initiative en place, on a des difficultés. On ne peut que demander du soutien. Et c'est tout. Si je suis entourée par ce qu'il faut, vous pensez que je vais ramener comme ça sur le terrain? J'ai un palmarès. Malgré les difficultés, j'ai un palmarès. J'ai été à Miss Monde. La première fois, la Guinée a été à Miss Monde. Je suis à ma 7e participation à Miss Monde. J'ai eu le titre de Miss CDAO. Vous comprenez? Miss Nayab, Miss Fespam, Miss Africa Continent. J'ai tous ces palmarès-là. Qui peut me dire ici qu'il a fait comme moi? Qui peut me dire avec mes propres moyens? J'ai même vendu ici un de mes parcelles. Pour pouvoir travailler, parce que je n'ai pas le soutien du département. Au contraire, ce n'est que du dénigrement. Et je tiens à lancer un appel ici au conseiller juridique. Le conseiller juridique de ce département-là. Bien, dernière question, Moussa Moïse, pour terminer. Alors, Johanna Barry, vous avez sûrement entendu ce que vos détracteurs avancent comme argument. Ils estiment que je Miss pense qu'elle Guinée... continue à parler. Mais, Madame Johanna Johanna, Barry. vous nous entendez? Non, mais attendez. Alors, attendez. Écoutez alors. La radio, c'est également l'heure. Écoutez. Nous allons vous poser une dernière question, madame, si vous le permettez. Alors, est-ce que vous avez entendu ce que vos détracteurs vous disent, comme quoi Johanna Barry a fait de l'organisation Miss Guinée sa chose, en chosifiant
les Miss, en leur donnant en pâture à certains sugar daddy de ce pays, et tout cela, on parle même de proxénétisme. Avez-vous entendu cela et quelle est votre défense? Ça me fait marrer. En fait, le problème, c'est que j'aimerais tellement... Moussa Moïse, tu es un journaliste d'investigation. Tu as du talent. Tu comprends? Je sais que tu peux accéder à toutes sortes d'informations. Je veux que tu partes vers ces gens-là, vers ces Miss-là, vers leur famille. S'il te plaît, va vers elle et pose la question sur Johanna Barry, sur le comportement de Johanna Barry. Vous comprenez? Elles m'ont toutes considéré, elles me considèrent toutes comme leur mère, comme leur tata. Vous comprenez? Il y a un respect entre elles et moi, religieux. Et j'ai une éducation. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre devant Dieu et les hommes. Vous comprenez? Et je vous fais confiance, M. Moussa Moïse. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, menez votre investigation et vous ferez votre propre opinion de la part de Johanna Barry. Bien, Johanna Barry, donc présidente du comité d'organisation Miss Guinée. Oui, non, juste 30 secondes pour terminer. Non, Jacques. On est pris par le temps. Pardon. Alors, le micro. Je voudrais, parce que c'est important de le savoir, quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à la nouvelle ministre de la Culture? Eh bien, quand j'ai appris la nomination de cette dame, j'ai prié et j'ai jeûné le lendemain. Ah oui, j'ai prié et j'ai jeûné le lendemain. J'ai remercié le Tout-Puissant. Parce que le but du ministre sortant, c'était de continuer à s'accaparer ce département-là. Je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à une femme cette fois-ci pour ce département-là. Et j'espère que les choses se passeront bien pour le monde culturel. Parce qu'il y avait de la souffrance là-bas. Ce monsieur se prenait là-bas pour un empereur. Je vous assure. Personne ne peut placer un mot, tout c'est pour lui. La preuve, il a remis le comité d'après lui à sa nièce. Mais derrière, c'est lui le président du comité. Parce que c'est quelqu'un qui aime ce genre de truc, quoi. Ça le fait rêver. Et voilà. Donc c'est ça. Et je remercie le Tout-Puissant d'avoir mis cette dame-là, là. Et j'espère que la collaboration se passera de mieux en mieux. La part de vérité de Johanna Barry, présidente du Comigui, promotrice culturelle. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules, Madame Barry. Comment? Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Madame Yero. Bien. Alors, Moussa Madame Moïse, Yero, sincèrement, nous parlons de beauté. Il faut qu'on arrête de balafrer quand même ce comité. Ça n'a pas de sens. On fait une injustice terrible à cette dame. Il faut avoir le courage de le dire. Le comité Miss Guinée n'est pas tombé du ciel en Guinée. Ça existe ailleurs. C'est une association. Elle a créé une association. C'est normal qu'elle travaille avec le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture ne peut pas faire de cette association, de ce comité, sa chose. Ce n'est pas normal. Si tant est qu'elle ait failli dans l'organisation, il est normal qu'on l'appelle autour de la table et qu'on lui donne des directives, qu'on lui dise voici les principes auxquels tu dois te soumettre, au risque de te voir retirer ton agrément ou ton autorisation d'organiser la compétition. Mais on ne dit pas, ben écoutez, comme ça apporte beaucoup d'argent, comme il y a beaucoup de visibilité derrière, on t'arrache complètement toute la compétition et on fait un appel d'offres. Vous faites un appel d'offres par rapport à quoi? À une association? Mais je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, ça existe depuis les années 50. Miss Côte d'Ivoire. Depuis les années 50. Yapobi, il est là-bas depuis quelle année à la tête de ce comité? Depuis quelle année? Et ça fait des merveilles. C'est devenu même une institution du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'on lui foute la paix à cette dame et s'il y a des directives, qu'elle soit aidée par le département pour s'organiser, mais sincèrement, ça n'a pas de sens. Ce sont des guéguerres qui existent dans les départements et c'est bien qu'elle s'arme de courage. Moi, ce que je lui demande simplement, c'est peut-être d'organiser sa communication, parce que ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe. Elle pourrait le faire aisément en, je sais pas, organiser, c'est soit elle vient de façon un peu plus lucide et simple, ou trouver quelqu'un, parce que si tu es sur le terrain comme ça, tu vois qu'il y a des gens qui veulent se décrocher. Bien. Mafoudia, on est obligé de te retirer la parole. La radio, c'est l'heure. On a largement débordé. Merci à tous les 5. Merci à vous tous qui nous écoutez à l'international. Merci à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Nala Sidibé, Mafata Sano et Amadou Sow qui a conduit cette émission du côté de la radio. Nous reviendrons demain avec un autre numéro des Grandes Gueules.